Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Le conflit, vrai sujet en entreprise, c'est aussi souvent un fardeau dans notre vie perso. Aujourd'hui, je reçois Éric Debricourt, auteur de Mener vos conversations difficiles en 50 règles d'or. On va pas avoir l'occasion de toutes les faire, Éric, mais tu vas nous partager ta méthode. Bienvenue dans Marketing Square. Salut Caroline, enchanté d'être là. Je suis trop contente, on s'est rencontrés par hasard à la remise du prix DCF. Dès que tu m'as parlé des conversations difficiles, la première question qui m'est venue, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la conversation difficile qui crée le conflit ou est-ce que c'est le conflit qui crée la conversation difficile ? C'est la conversation difficile évitée qui génère le conflit. On sait qu'on doit l'avoir, mais elle te fait peur. Elle est difficile, elle est cruciale, et en fait, tu l'évites. Et je suis assez convaincu, si tu creuses et que tu remontes un petit peu la genèse de conflit, tu essaies de comprendre d'où il vient, il y a une conversation difficile qui n'a pas eu lieu. Et c'est quoi le gros des problèmes auxquels tu es confronté ? Alors moi, j'interviens surtout en entreprise. Conversation difficile, je dirais, il y a plusieurs catégories. Il y a les conversations difficiles entre associés. Ça, c'est une grosse partie. Première cause de rupture de boîte, désalignement entre les associés. Ouais. Si tu veux, c'est fou de voir comme avec le temps, il y a des petites conversations difficiles. Je les vois comme des nœuds. Si je devais les modéliser, les liens, parfois, ça fait des nœuds. Et le nœud, soit tu le dénoues tout de suite, soit tu attends. Et plus tu attends, le nœud, il devient, tu sais, un nœud qui a passé 10 ans au soleil, dans l'eau, machin. Tu peux plus rien en faire. Tu peux plus le dénouer. C'est un peu comme l'impact sur le pare-brise. À partir du moment où il y a un petit impact, tu as 3 fois plus de risque de fissure à chaque accroc. Conflit d'associés, je dirais que c'est comme une grosse partie des conversations difficiles. C'est d'autant plus difficile quand, dans les associés, il y a des gens qui sont du même sang. On a pas mal de conversations difficiles aujourd'hui sur les transmissions des fermes et des agriculteurs. Typiquement, des conversations très difficiles, souvent des pères avec leurs enfants. Je te transmets la ferme, mais oui, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur l'agriculture biologique, on n'est pas d'accord sur la taille, sur le sens, sur comment, sur pourquoi. Ça, c'est le premier, c'est les conflits d'associés. La deuxième catégorie, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Des conversations difficiles entre équipes. Mais tu vois, tous ces sujets qui participent de quelque chose de plus gros que j'appelle la sécurité psychologique. Le concept, il est né de Amy Manson, c'est une américaine d'Harvard qui a écrit un livre qui s'appelle L'organisation sereine. Et l'idée, c'est de dire quelle organisation on veut créer. Quelle organisation, entreprise, association, parti politique. Mais honnêtement, ça marche aussi pour nos couples, pour un groupe d'amis, pour des voisins, pour une famille. Est-ce qu'on construit des endroits où on est safe psychologiquement? On peut oser être soi-même quand c'est difficile, sans avoir peur d'être blessé. Est-ce que j'ose faire du feedback? Est-ce que j'ose annoncer une mauvaise nouvelle? Est-ce que j'ose te dire non? Est-ce que j'ose avoir une conversation difficile? Ça fait réfléchir, même nous, qui tu es au moment d'avoir une conversation difficile. Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir une conversation difficile? Est-ce que c'est facile d'avoir une conversation difficile avec toi? Je fais un peu de coaching en conversation difficile. C'est souvent des patrons de boîte, des gens avec leur comex ou avec des situations difficiles qui me disent, Éric, aide-moi à préparer la conversation difficile. Tu vois, et on réfléchit ensemble. Et les premières questions, c'est quelle est l'intention? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? À la fin, qu'est-ce que tu voudrais? Et tu sais, c'est pas si simple, parce qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, on a des objectifs, souvent qui sont des objectifs négatifs. Je voudrais quand même qu'il arrête de manquer de respect. Oui, mais ça, c'est pas un objectif positif. Alors, tu vas me dire, c'est la même chose. Non. Je me souviens de l'anecdote de Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non violente. Ah ouais, il est génial. Qui expliquait une médiation entre un homme et une femme dans les années 70. Donc, c'était un peu le cliché de l'homme qui travaille, la femme qui est à la maison. La femme disait, le problème, c'était, tu passes trop de temps au travail. Et donc, Marshall lui demande, mais qu'est-ce que vous voudrez? Je voudrais qu'il arrête de passer autant de temps au bureau. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il arrête de passer autant de temps au travail, il va jouer au golf. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette femme? Son besoin réel, c'était, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Et j'ai compris qu'en fait, dire ce qu'on ne veut pas ne renseigne pas forcément sur ce qu'on veut. C'est fou quand même, Et donc, déjà, le premier exercice, c'est qu'est-ce que j'attends de cette conversation difficile? Et même au contraire, dans cette anecdote, Éric, je me souviens que le mec disait, je veux plus venir à la maison parce que dès que je suis là, elle râle sur tous les moments où je suis pas là. Et ça, vous l'avez peut-être même avec les enfants. Dans la famille, c'est pareil. Moi, j'entends beaucoup mais je vais plus voir ma grand-mère parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est que des reproches. Mais tu vois, on est dans une conversation difficile. Pas facile d'aller voir sa belle-mère, son beau-père, pour dire, écoute, je suis pas à l'aise parce que quand je suis là, j'ai l'impression d'être jugé. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin qu'on ait une relation où on se valorise, de confiance. Et comment on peut faire? J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que je me trompe d'abord? Est-ce qu'on voit la même chose? Et ton intention, c'est ça ou pas du tout? Et si c'est pas ton intention, alors, tu vois, c'est la phrase de mon livre, la seule phrase. Alors, tu vas me dire 270 pages pour une seule phrase. Il l'a répété plusieurs fois.
Non, c'est pas ça, c'est que dans la vraie vie, c'est plus dur. La seule phrase du livre, et elle n'est pas de moi, en plus elle est de Harvard, c'est remplacer la volonté de convaincre par la volonté de comprendre. Moi, cette phrase, elle a changé ma vie. Elle est à la base de mon métier, elle est à la base de la médiation, elle est à la base de beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'elle est très dure à appliquer. Quand tu es médiateur entre deux personnes, bon, c'est ton métier, tu dois les aider à se comprendre. Mais quand tu es impliqué, c'est autre chose. Les émotions, on tombe toujours dans les mêmes travers. Quand on est impliqué, en général, il y a 3 choses qui se passent. On se dit qui a raison, qui a tort. Et souvent, c'est j'ai raison, l'autre a tort. Ouais, bien sûr. Forcément. Deuxièmement, on se dit, il ou elle m'a fait quelque chose de mal, il y avait une mauvaise intention derrière, il l'a fait exprès. Lors de la présentation au COMEX, il a parlé 45 minutes alors qu'on devait faire 30-30, j'ai eu 5 minutes pour m'exprimer, mais je sais bien que c'est parce que lui, il veut le job. On présuppose qu'il y a une intention derrière. Donc c'est le deuxième point. On interprète. Il le dit, Marshall Rosenberg le dit beaucoup, intuition et interprétation. Dans mon livre, il y a un schéma où tu as un 6. D'un côté, tu as une personne qui voit un 6, de l'autre côté, qui voit un 9. On voit pas la même chose. Mais ça, si tu savais le nombre de fois où ça m'arrive... La carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Ah ouais, mais tu connais bien alors. Ah bah, je suis assez fan. Les mots sont des fenêtres, c'est un peu mon livre de chevet. Ah, il est formidable. Hein. Je pense que Marshall Rosenberg, il a vraiment créé quelque chose. Je pense au démarrage d'un changement de paradigme qui est intéressant. Dis-moi si on a compris la même chose. À la base de sa philosophie, il y a quand même une croyance ou une conviction, c'est que l'être humain est bon. Comme il est né à Détroit et qu'il a assisté à des guerres, des guérillas raciales, tu sais, à l'époque, c'était compliqué. D'un côté, il avait cette intime conviction que l'être humain était bienveillant et bon. Et de l'autre côté, il voyait bien que l'être humain pouvait faire du mal. Et il a travaillé sur comment est-ce possible. Et sa conclusion, finalement, l'être humain est bon, mais quand son élan vital, ses besoins fondamentaux sont menacés, on est tous capables de faire du mal. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à communiquer ce qui est fondamental pour nous. C'est l'élan vital dont parle Bergson. Je trouve une des situations difficiles, les plus classiques, pour moi, c'est virer les gens. Déjà, c'est un échec pour nous-mêmes, donc je pense que la charge émotionnelle, elle est élevée. Quand on doit licencier quelqu'un, c'est qu'on l'a pas bien recruté. Donc déjà, on a de la culpabilité. Et derrière, c'est le moment où on a beaucoup d'impact négatif sur la vie de quelqu'un. Même si on a des bonnes relations avec elle, on tue potentiellement la relation. Du coup, j'ai l'impression que les entrepreneurs, ils sont assez mauvais là-dedans. Et ça peut donner un peu comme les chirurgiens qui annoncent mal la maladie. Ça peut donner des situations hyper cringe. Comment est-ce que toi, tu peux accompagner quelqu'un pour annoncer, par exemple, on va pas renouveler ta période d'essai. Pareil, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter là. Mais est-ce que ce sont forcément des conversations difficiles? Est-ce qu'on n'est pas là dans une autre catégorie qui est l'annonce difficile? Tu vois, j'adore. Bah oui, parce que la manière dont je définis la conversation difficile, c'est il y a un enjeu, il y a un désaccord et il y a des émotions. C'est le cumul des 3. Virer quelqu'un, ça peut être ou pas une conversation difficile. C'est jamais agréable, ça c'est sûr. Mais si on est d'accord sur le fait qu'on peut pas travailler ensemble, la personne que tu vires, tu l'as déjà remplacée. Elle a déjà retrouvé un travail. Il y a pas d'enjeu et il y a pas d'émotion où, par exemple, je sais pas, tu t'entends bien, il y a de la confiance, du respect. Tu sais juste que c'est plus possible. C'est pas une conversation difficile. Non, là, je suis d'accord. À l'inverse. Il y a un enjeu, parce que si la personne part sans filer ses codes, c'est elle qui a les clés du logiciel. Si elle part sans le donner, c'est mort. Ou elle représente 90% du chiffre. Ou voilà, il y a un enjeu. Ou il y a une charge émotionnelle parce que cette personne est adorable. Virer quelqu'un de gentil. Gentil, voilà. Donc là, il y a une émotion de culpabilité. Et puis il y a un désaccord. Souvent, c'est dire, mais moi, je comprends pas pourquoi tu me dis en fait. Là, je comprends pas ce que tu me dis. Alors là, on est dans la conversation difficile. Moi, je te dirais, réfléchir déjà à son intention. Quelle est ton intention? C'est de l'annoncer, c'est de lui faire comprendre pourquoi ça marche pas, c'est d'éviter le conflit. T'as un autre but, par exemple, écoute, je vais te virer, mais j'ai vraiment besoin que tu laisses les codes. Là, c'est plus difficile. Tu vois, quel est l'objectif, quelle est ton intention? Déjà, dire je vais te virer. Oui, alors non, je vais te virer. C'est dur, les mots, c'est entre toi et moi. Et donc, on va devoir te laisser partir. Dis-le. Ah là là, tu vois, rien que ça, on va. Comment on va devoir te laisser partir? Il peut dire, mais moi, non, t'inquiète, moi je veux pas partir. Mais moi, je suis de ce genre-là parce que les mots sont des fenêtres justement et que parfois, tu vois, virer quelqu'un. Le monde du travail, il y a beaucoup de violence dans les termes qui sont utilisés. Ressources humaines, virer quelqu'un. Moi, sur ce sujet-là, je partirais quand même bien du factuel en disant déjà qu'on va avoir une conversation difficile parce que aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas à travailler ensemble et j'ai besoin qu'on en parle. Maintenant, mon objectif, c'est de faire quelque chose de constructif, d'arriver à se dire les choses, de comprendre ce qui n'a pas marché et d'arriver à ce qu'on trouve une manière pour que chacun puisse réécrire son histoire de son côté et repart bien. Non, mais tu vois, t'annonces l'intention. Là, tu crées la sécurité. C'est pas pareil que si je te dis, écoute, Caroline, je vais te virer, t'es nul et honnêtement, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais derrière, barre-toi. Si je te dis, écoute,
Ouais, de mon point de vue, on peut plus travailler ensemble. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin qu'on trouve une solution. Et je vais pas te mentir, pour l'instant, l'idée que j'ai en tête, c'est de se séparer. Je veux que ça se fasse dans essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout de quoi on a besoin l'un et l'autre pour repartir bien. Je t'ai dit la même chose. Ouais, pas bien pareil. sûr. Tu saurais trouver c'est quoi le lien qui fait qu'une situation est irréparable? C'est quoi les patterns que tu observes, les traits communs? Elle est dure, cette question. D'abord, une idée, c'est oui, il faut se rendre vulnérable et médiateur. C'est pas de la magie, ça marche pas tout le temps. Et parfois, on arrive à la conclusion que les gens se sont très bien compris, très bien compris, qu'ils se détestent et qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. Se comprendre ne veut pas dire être d'accord. Et parfois, on comprend très bien qu'on n'est pas d'accord. Donc, effectivement, il faut tuer ce mythe de tous ces objets, tous ces véhicules, tous ces outils fonctionnent tout le temps. Non, moi, je crois qu'il faut dire ça marche pas tout le temps. Parfois, la violence est allée trop loin. On s'est fait trop de mal. Il y a un proverbe africain qui dit que faire du mal à l'autre, la violence, la colère, la brutalité, c'est comme mettre du sel dans un plat. Difficile de l'enlever. Il y a certaines fois, c'est allé trop loin. C'est fini. J'ai le sentiment que c'est irréparable quand, justement, les personnes ont fait ce vrai travail d'exprimer ce dont elles ont fondamentalement besoin et que c'est plus compatible. Et tu vois, je prends un exemple dans le couple. Il y a des couples qui disent aujourd'hui, on ne s'aime plus. Et on veut plus la même chose. Par exemple, il y en a un qui veut une vie de famille avec des enfants et l'autre qui dit, moi, je veux courir le monde et une vie nomade. Et je crois que c'est quand on a dépassé l'émotion et que rationnellement, on arrive à dire, OK, j'ai compris, j'ai plus d'émotion, je suis plus en colère, j'ai plus de haine contre toi, mais je ne veux plus travailler avec toi. T'es prêt pour la session ping-pong, Eric? Allez, vas-y. Tu dois annoncer à ton équipe que les objectifs ne sont pas atteints. Comment est-ce que tu amorces la conversation? Le fameux hook dont tu nous parlais dans les premières secondes. J'essaie tout de suite de créer la sécurité tout en annonçant l'objectif, en disant « Ok, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des résultats. De mon point de vue, ils sont pas bons. Je vais pas vous mentir. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. » Tu collabores. Je collabore. Tu leur demandes leur avis sur les résultats. Je les invite à parler. Oui, c'est ça. Déjà, est-ce qu'on voit la même chose? L'autre jour, j'avais une médiation sur le rachat d'une entreprise. Et il y avait un conflit sur les deux associés. Au bout d'un moment, ils disent « Attends, on va faire un truc simple. On va regarder le business plan. Comme ça va mettre tout le monde d'accord. » Ils arrivent, ils montent le business plan. Il y en a un qui dit « tu vois, c'est bien ce que je disais, l'entreprise, elle vaut pas grand-chose. » Et l'autre qui dit « tu vois, hein, les chiffres sont là, ça vaut vraiment même plus que ce que je pense. » Ils regardaient les mêmes chiffres. Et tu te dis « c'est pas possible. » Donc voilà, essayez de comprendre. Ok, créer un référentiel commun. Ouais, c'est ça. Un collègue te prend de haut en pleine réunion. Tu laisses passer ou tu réagis sur le moment? Est-ce que ça signifie quelque chose de grave dans notre relation? Et auquel cas, je dis quelque chose du style « écoute, je suis pas à l'aise avec la manière dont tu me parles. Je suis pas à l'aise avec le ton que tu as. Moi, je me sens pas bien. Voire même, tu sais, j'hésite pas maintenant à dire tout haut, à dire, mais là, je me sens un peu en colère. Alors, en colère, c'est un peu fort, mais non, là, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin qu'on en parle. Ok. Tu fais la règle des 5 minutes pour laisser peut-être la colère retomber et le cerveau rationnel reprendre le dessus. Oui, sauf que moi, c'est pas la colère, mon émotion, c'est la stupéfaction. Ah oui, c'est vrai, t'es prise. Un client te demande des explications sur un délai non respecté. Il est déjà frustré. Comment tu désamorces la tension grandissante? Tout dépend de son niveau d'émotion, mais je pense que dans ce cas-là, le premier truc, c'est de reconnaître l'émotion. En disant, écoutez, je vous sens affecté par ce qui se passe et je le comprends. Et je trouve que c'est bien qu'on fasse le point là-dessus. On va se mettre ensemble, on va comprendre ce qui se passe. Parce que le problème de l'émotion, c'est que si tu la reconnais pas, ils le disent en boucle. Oui. Ils redisent les choses. Et quelqu'un qui te redit 2 fois la même chose, c'est qu'il ne se sent pas écouté, quoi. Ouais. Et je dirais, merci de poser la question. Mais il faut que ce soit vrai. Ouais. Tu sais, quand on t'agresse, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Alors, dans ta tête, tu dis, j'ai envie de te péter la gueule. Non, ça marche pas. Il faut vraiment dire, non, merci, c'est pas agréable pour moi parce que vous avez mis le doigt sur des trucs qui vont pas bien. Mais merci de l'avoir fait parce que le seul moyen qu'on s'en sorte, c'est qu'on ait cette discussion. Ton patron te demande de réaliser une tâche qui ne respecte pas tes valeurs. Tu affrontes le sujet ou tu esquives? Ah non, alors là, ça, c'est un autre sujet de les conversations ici, c'est savoir dire non. Et là, je vous recommande le livre de William Ury. C'est un grand chercheur de tout ce qui est autour de ces sujets. Et il a écrit un tout petit livre qui est pas connu, qui dit savoir dire non. Savoir dire non, quelque part, dire non à quelque chose, c'est dire oui à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, avant de dire non, je dis ce à quoi je dis oui. Par exemple, ton fils dit, papa, je veux sortir ce soir, et il a le bac le lendemain. Et toi, dans ta tête, tu dis, c'est complètement con. Il va se prendre une cuite et il a le bac demain. Donc je dis oui, ton bac est bien demain, merci d'avoir posé la question et du coup non, tu peux pas sortir. Non, pas tout à fait. Non, c'est de dire oui à quoi. Si je lui dis non à sa sortie, finalement je dis oui à quoi? Je dis oui au fait que j'ai envie d'être un bon père. De mon point de vue, c'est une erreur de sortir. Donc je commence par dire, écoute Jérémy, moi, ce qui est important pour moi, c'est que tu réussisses tes études, ton bac, et que je sens que c'est mon rôle, tu ne prennes pas des mauvaises décisions. Donc c'est à ça que je dis oui. Et du coup, non, je suis pas pour que tu ailles à cette soirée. Donc c'est le oui
le non, mais il y a un troisième oui, c'est une alternative. C'est de dire, mais par contre, je peux pas non plus t'empêcher de connecter avec tes copains. Peut-être qu'il y a quelque chose ce soir, peut-être qu'il y a la fille que du drag, je sais pas. Est-ce que tu pourrais pas leur proposer de se voir la semaine prochaine? Fais-le à la maison, on te libère l'espace. Donc le oui, non, oui. Donc si je reprends ton exemple, je réaffirme mes valeurs. J'ai écouté, pour moi, c'est important de pas mentir aux clients. Je suis pas très à l'aise pour faire ça, mais il faut trouver un autre oui en disant, il y aurait un autre moyen de le dire. Merci Eric d'être venu ambiancer cet épisode de Marketing Square. C'était une magnifique rencontre. Et aussi, je sais pas, on a dû souvent te le dire et je pense que c'est pour ça que t'en as fait un métier. On se sent hyper bien avec toi. Donc, je t'ai aussi invité parce que j'avais envie de discuter. C'est gentil. Et tu dégages quelque chose d'hyper sécurisant. Je pense que t'es pas devenu médiateur pour rien et je voulais que nos auditeurs en profitent aujourd'hui. Il y a ton livre aux éditions Erol qu'on peut retrouver. Et où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Eric, c'est quoi tes réseaux sociaux préférés? C'est LinkedIn. Ouais, carrément, il n'y a pas de compromis. Merci Eric d'être venu nous retrouver. À très bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.